Bonjour à tous et bienvenue dans ces previews du FootUS Media. Aujourd'hui, on se dirige en Californie, en Floride, excusez-moi, pour faire la preview des Miami Dolphins. Moi, c'est Kevin et je vais présenter cette émission en compagnie de Loïc qui va jouer le rôle de l'avocat du diable, le procureur, enfin celui qui va va essayer de mettre un peu en difficulté notre ami invité. Et donc, Loïc, je le fais. Excusez-moi, c'est ma première, j'ai ajouté la. Voilà. Bienvenue, Salut tout le Loïc. monde. Content d'apprendre avec toi, mais ça se connaît depuis longtemps, donc je sais Oui, un on se petit à connaît faire, on en se connaît tant très bien, que donc tous les fan des deux fans Browns, des Browns. je sais un petit à faire. Effectivement. Non, très content, ma troisième preview de la saison, ma première avec toi, donc en plus sur une franchise de la loose, un peu comme nous, donc c'est parfait. On verra ce qu'on dit. Du coup, notre invité qui est Hugo du compte Dolphins France. Bienvenue, Hugo. Merci beaucoup. Content d'être là. Première émission avec vous, tout court. Je crois que ça fait quelques années que vous faites des émissions, mais content de vous rejoindre et de parler des Dolphins aujourd'hui. Alors, c'est une première pour nous deux, parce que moi, c'est ma toute première. J'ai rejoint l'équipe cette année. Et donc, c'est Loïc, l'ancien de l'équipe, enfin de l'émission aujourd'hui. Oui, j'arrive au début, moi. Ouais, Donc je suis c'est peut-être un ça. des plus jeunes de l'équipe en tout, mais peut-être le plus vieux quasiment. Paradoxal. Et donc, on est là pour faire la preview des Miami Dolphins en préparation de la saison 2026 qui s'approche à grands pas dans un peu plus d'un mois maintenant, au moment de l'enregistrement, dans quelques semaines au moment de la diffusion. Et donc, on va commencer avant de faire la preview. On va revenir sur le bilan de l'année 2025. Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette saison 2025 des Miami Dolphins? Comment ça s'est passé? Mal. Honnêtement, on s'y attendait beaucoup dans la communauté. Et j'ai envie de dire qu'elle s'est, entre guillemets, bien finie. Puisqu'on s'est enfin débarrassé de McDaniel, de Chris Greer, qui était là, notamment pour Chris Greer de quasiment 10 ans. Et on s'est aussi débarrassé de Tua Tagovailoa, dont on va parler après des départs, des arrivées, etc. Mais c'était une saison assez difficile pour nous, mais en même temps qui était assez peu surprenante au vu de ce que faisait déjà notre staff ces dernières années. On avait eu, je crois, en 2023 ou 2024, de vrais espoirs d'aller loin avec l'équipe, et ça s'était complètement effondré en fin d'année. Et depuis, c'était toujours le même pattern qui recommençait année après année, où on avait une équipe assez peu physique qui performait plutôt bien en début d'année, mais qui se cassait complètement la gueule sur la fin. Et ça, c'était dû à la façon dont le roster était construit, aussi dû à la gestion en fait de l'équipe par Matt McDaniel derrière. Donc, on avait tous un peu ras la casquette de ce qu'on avait sous les yeux. Et donc, comme je disais, vraie libération à la fin de l'année quand les deux ont été remerciés. Et l'occasion pour nous de revenir une nouvelle fois sur une phase de reconstruction d'équipe. C'est un peu décevant pour beaucoup d'entre nous, puisque du coup, ça fait de longues années qu'on n'a pas été performant et que du coup, on attend cette fameuse émergence de l'équipe et qui arrive toujours pas. Mais néanmoins, je pense que dans les situations telles que celle où on était, le reset était la meilleure chose à faire. Ouais, après, enfin, tu dis mauvaise saison, mais le bilan, il était, enfin, c'est le type de bilan pur qui fait qu'on peut pas se reconstruire et qui fait qu'on va pas, enfin voilà, mais c'était pas un bilan catastrophique non plus. Après, ça dépend. Nous, on a envie d'aller au Super Bowl. Et quand tu fais, je sais pas, 10 ans, 15 ans de bilan à l'équilibre, plus ou moins, parce qu'on a eu l'année 2019 où on a eu, j'ai plus en tête d'ailleurs le bilan, mais un très très mauvais bilan, la première année de Flores qui était attendue. Mais grosso modo, enfin, nous, on veut pas se contenter de ça, quoi. Si on supporte l'équipe, c'est qu'on a aussi envie de les voir gagner. Et du coup, oui, c'était pas catastrophique, mais néanmoins, en regardant toutes les semaines les Dolphins jouer, ça faisait pas plaisir, quoi. Enfin, je dirais pas qu'on perdait du plaisir, ça va essayer un peu trop loin, mais c'est pas ce qu'on souhaite pour l'équipe. Ouais, non, je comprends. Alors, on a perdu Loïc, apparemment. Ah là là, il est revenu. Ajouté.
Ouais, petit problème de connexion avec Loïc, mais il est revenu. Je n'entendais pas Hugo, en fait, littéralement. Ah mince. Je n'entendais pas. Ouais, donc Hugo était content de la fin de saison par rapport pas aux résultats, mais aux conséquences de la saison, aux conséquences administratives de la saison, si je résume un peu avec le départ du coaching staff. Et de Christophe aussi. Oui. Un mot là-dessus, Loïc? Moi, j'étais un grand fervent défenseur de M. McDaniel, parce que je considère que c'est un génie dans une NFL un peu stéréotypée, où les mecs sont un peu très neutres, au premier abord. Le mec avait la classe, pas très grand, mais un charisme assez visible sur un banc de touche, ingénieux. Et Kevin C, hein, sur le rôle des Browns, j'étais assez chaud pour sa venue en tant que head coach. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais moi, je suis vraiment, vraiment très fan du coach. Maintenant, son départ était normal et légitime. Il est en fin de cycle. Mais je pense que d'ici sa prochaine aventure, il confirmera tout le bien que les gens pensent de lui. Parce que je continue de persister à dire que c'est un génie. Ce qu'il a fait avec Tua, par rapport au profil Tua, c'est assez exceptionnel. Surtout avec, après, avec Tyreek Hill et Tyler Waddle et puis Ed Jane, qui sont des mobilettes. Donc, c'est plus facile de créer du jeu. Mais oui, McDaniel, le départ est légitime normal. Toi, j'ai un avis un peu différent, mais pareil, fin de cycle. Puis McDaniel devait partir, toi aussi. Ils sont passés à autre chose. Donc, non, franchement, ils ont. Je dis pas qu'ils ont fait les choses de la bonne manière, mais c'est les choses nécessaires pour que la franchise évolue, passe à autre chose. Du coup, ça fait une bonne transition. Alors, je me rends compte que j'ai pas affiché. Alors, on verra. Tu vas découvrir, Hugo, le titre de l'épisode qui va s'afficher avec la petite image. Donc, c'est la reconstruction. Ça va, Miami Dolphins, la reconstruction. Que penses-tu de ce titre? Ouais, c'est totalement ça. Hein. On est vraiment reparti, je vais dire, presque à zéro, puisque nouveau GM, nouveau head coach. On s'est séparé de tous les cadres principaux de l'équipe. On en a conservé quelques-uns, mais si on fait un peu la liste des gens qui sont partis, il y a Tua, il y a Tyreek Hill, Jalen Waddle, Kader Kou, Bradley Chubb, Alec Ingold, énormément de gros joueurs qui sont plus chez nous, à tel point que, juste pour vous dire, on a à peu près 60% de notre cap de cette année qui est investi sur des joueurs qui sont plus dans l'effectif. C'est un beau chiffre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le terme reconstruction est tout à fait adapté. Et à l'inverse, quand on voit ce qu'ont fait Hafley et Sullivan, qui sont notre nouveau head coach et GM, il faut savoir qu'on a à peu près juste 15% de l'effectif qui a un salaire supérieur à 2 millions de dollars à l'année, avec après une dizaine de joueurs seulement qui ont des contrats multi-années. Et là, je te parle sur 91 joueurs dans l'effectif actuellement. Mm-hmm. On a signé énormément de joueurs à des contrats minimum de 1 an, parce qu'en plus, effectivement, ce qui a nécessité le reset, c'était notre situation au niveau du cap aussi. Hein. On était 30 millions en dessous, enfin au-dessus, pardon. Peu de possibilités de faire de grand-chose. Donc, c'est une année, encore une fois, comme le titre le dit très bien, de reconstruction, avec pas beaucoup de joueurs qui vont forcément amener beaucoup d'éclat à cette équipe. Mais c'est pas grave, ça va être une année sans, c'est une année justement au niveau de ménage et qui permet de reposer les fondations, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, la transition est, on passe directement du coup sur l'intersaison. Il y a plusieurs aspects. On peut voir, on vient de l'évoquer. Il y a eu beaucoup de départs. Est-ce que, de ton point de vue, il y a des départs que tu regrettes, regrettes personnellement, ou que tu regrettes à un niveau plus global et qui pourrait vraiment faire mal à l'équipe dans l'optique de cette reconstruction, justement? Est-ce que tu as des avis assez... Quels sont tes avis sur les départs qui ont eu lieu dans l'équipe? Honnêtement, il n'y a aucun joueur qui est parti que je vais regretter, même s'ils ont tous des qualités en tant que joueurs. Au vu de ce qu'ils ont, on a le recul de plusieurs années de bosser avec eux. Toi, on sait qui il est, on connaît ses limitations, et ça faisait déjà, moi personnellement, plusieurs années que j'avais envie qu'on se sépare de lui. Et l'extension de contrat qu'il avait eu à l'époque m'avait beaucoup peiné, si je reste poli. Tyreek Hill, on connaît ses soucis en dehors du terrain, et en dehors de ça, il amenait pas un mood très bon dans l'équipe.
Et ça, c'est un des premiers trucs que je reprochais aussi à McDaniel, c'est qu'il ne savait pas tenir l'équipe. Il n'y avait aucune cohésion de l'équipe, les joueurs restaient pas du tout après les meetings, voire ne participaient même pas aux meetings pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. J'irais même plus loin, dire que le coach n'était pas respecté par les joueurs. Et je suis d'accord avec ce que disait Loïc, effectivement, je pense que c'est un vrai génie offensif. Néanmoins, quand on est head coach, c'est avant tout ses qualités en tant que manager d'équipe qu'on a envie d'avoir. Et aujourd'hui, on n'en était pas là. Et du coup, je parle sur les autres joueurs, mais Jalen Waddle, personnellement, j'étais assez déçu de ce qu'il a pu produire ces 2 dernières saisons. Il ne s'est pas illustré, même quand Hill n'était pas là et qui, du coup, rentrait dans les chaussures de receveur numéro 1. Bradley Chubb, on l'a payé très cher des Broncos. Il n'a pas non plus produit énormément. En fait, sans aller joueur par joueur, il n'y a pas un départ, même si c'est des gros noms, que je vais vraiment regretter. En revanche, on a fait des très bonnes choses. C'est qu'on a signé des contrats de nouveaux contrats pour 3 joueurs spécifiques qui sont Jordan Brooks, Devon Achane, Aaron Brewer. Ça, c'est des joueurs qui sont des fondations de notre équipe. Donc, notre middle linebacker, running back, centre, des joueurs qui ont été très performants ces dernières années, qu'on était sur le point potentiellement de perdre, et qui sont essentiels. Et je reviens à ta question dans la reconstruction de notre équipe derrière, puisque du coup, c'est sur ces joueurs-là qu'on va pouvoir du coup commencer à construire quelque chose qui correspond au plan de Hafley et Sullivan. Ouais. Avant de passer aux arrivées, draft free agency, Loïc, un mot sur ce que vient de dire Hugo? Je suis globalement d'accord. Maintenant, si je ne me trompe pas, il y a un départ. J'ai un doute, il me semble qu'il est parti. Kevin Zettler, le defensive tackle, il me semble qu'il est parti, moi, dans les souvenirs. Hein, que je trouvais assez... Non, il était parti chez les Vikings. Il est parti. Que j'aimais beaucoup chez vous, assez sous-estimé. Parmi les postes de defensive tackle, c'est un départ que je ne comprends pas des masses. Il n'était pas chez les Dolphins, Loïc. C'est qui alors chez vous? Ah, c'est un autre, c'est le defensive tackle. Tu parles de Terran Armstead? Non, c'est defensive tackle, dans le quasiment le même nom en plus. Putain, j'ai oublié le nom. Putain. Defensive tackle, là, c'est costaud blanc. Putain, comment ça s'appelle? On avait, nous, j'oublie son nom. Parti en tackle de chez nous, parce qu'en tout cas, nos 2 titulaires de la saison dernière sont encore là. C'est Patrick Paul et Austin Jackson qui sont encore tous les 2 là. Non, c'est defensive tackle. Defensive tackle. Ah, defensive tackle. Defensive tackle qui est là et qui est encore là, c'est Zach Ziller. Zach Ziller, ouais. Voilà. En plus, il est encore là, punaise. Voilà. Il n'est pas parti, donc ma tête est totalement foireuse, malheureusement. J'avais en tête qu'il était parti, désolé. Moi, j'ai en tête qu'il était parti. Le nom était pas loin. Ouais, pour le coup, c'est vrai que le nom était pas loin. C'est pour ça que je me suis fait avoir. J'aime beaucoup, le joueur que j'aime beaucoup, donc il est toujours là. Maintenant, on va parler de la draft, que je trouve le premier choix est catastrophique, j'ose le dire. Alors, surtout le contexte du choix, on en parlera, mais je vais faire l'avocat sur celui-là. Justement, on va passer sur les arrivées du coup. On va laisser Hugo défendre sa cause et je te laisserai réagir Loïc juste derrière. Donc, on va parler des arrivées globalement, à la fois free agency et draft. Quelles sont les arrivées les plus notables dans votre effectif qui sont arrivées pendant l'intersaison et ton avis sur ces arrivées? Ouais, après, c'est vrai que j'ai pas de cause à défendre particulière. Hein. Je suis dans le siège passager comme tous les fans. Oui, bien sûr, mais bon, t'es quand même un peu là pour défendre ton équipe, même si et défendre ton avis par rapport à ce que ton équipe fait. Bien sûr. Non, dans les arrivées, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On avait une situation niveau cap qui était assez compliquée. Très peu de marge de manœuvre. Je disais 60% du cap qui était investi sur des joueurs qui sont plus dans l'effectif. Donc, dans cette mesure-là, c'est très compliqué de faire une free agency qui va permettre de sortir l'équipe du lot. On n'a pas d'ambition particulière sur l'année, je sais qu'on en parlera plus tard, mais donc du coup, on a eu énormément de joueurs qui sont arrivés sur des contrats minimums, qui ne sont pas forcément des joueurs dont on entend beaucoup parler, donc ce n'est pas des joueurs qui vont transformer la franchise. Moi, j'ai 3 noms, s'il faut retenir les arrivées.
La première, c'est celle de notre head coach, Jay Shafley, parce que bon, c'est pas un joueur, mais c'est notre nouveau head coach et c'est pas rien. Et c'est Le important, deuxième ouais. nom, c'est notre GM, John Eric Sullivan, pareil, qui a la lourde tâche de reconstruire l'équipe et qui a dû là faire avec une première année une situation de cap, comme je disais, catastrophique, et j'ai retrouvé une équipe qui était dans un état lamentable. Et le troisième nom, même s'il est très controversé, c'est l'arrivée de Malik Willis en tant que quarterback. Je suis pas convaincu du tout à date que ça soit, comme ça a pu être présenté, notre franchise quarterback pour l'avenir. On sera d'ailleurs très bien placé, je pense, à la draft prochaine pour évaluer nos options si jamais on veut prendre un nouveau quarterback. Je pense que c'est un QB qui est très bien pour la phase de transition. S'il arrive à démontrer tout le potentiel qui a été émis en lui depuis qu'il a été drafté et depuis surtout son passage chez les Packers, qui l'a pas mal révélé en tant que backup cette dernière année ou ces 2 dernières années, je ne sais plus combien de temps il a passé chez eux là-bas, mais je crois que c'est 1 ou 2 ans. Tant mieux. S'il n'y arrive pas, voilà, on aura l'occasion de trouver d'autres joueurs, mais c'est les trois personnes, les 3 arrivées les plus notables. On a eu quelques noms qu'on connaît un peu tous, mais qui n'ont pas trop révélé par le passé. Par exemple, Clelin Ferrell, qui avait été drafté au premier tour, je crois de mémoire, et qui on vient de récupérer là il y a une semaine. On a du Jalen Tolbert, on a du Tutu Atwell. Voilà, c'est des joueurs qui sont là sur des contrats minimums et qui, encore une fois, vont nous permettre de faire l'effectif des 53 avec le montant qu'on a, mais pas tellement plus. Ça, c'est pour les arrivées sur la free agency. Je ne sais pas si Loïc, toi, tu veux réagir là-dessus avant que je passe à la draft. Je vais parler Malik Willis parce que c'est le principal arrivé, c'est le poste important, le joueur. Toi, t'es pas très chaud, je peux comprendre. Maintenant, je vais aller à contre-courant parce que c'est mon taf sur l'épisode. Malik Willis a eu d'énormes progrès sous Monsieur Lafleur et donc j'ai Fafley, qui a couvert quand même, parce que c'était le def. Alors, je sais pas si ces progrès seront sur la durée avec les Dolphins, mais à mon avis, il a mérité sa chance en tant que starter encore une fois. Ça n'a pas marché au Titan. Est-ce que ça marchera aux Dolphins, je sais pas. Maintenant, ça reste à mettre que tu peux utiliser différentes façons, qu'un gros bras, qui court beaucoup et bien, qui peut faire beaucoup plus vite que toi, donc à ce niveau-là, c'est plus facile en termes de playbook. Après, c'est pas un passeur naturel comme toi, hein. Toi, par exemple, Damed, t'as été une fois meilleur passeur de la ligue, 32 yards, ce qui est pas rien, hein, pour un joueur comme lui. Maintenant, ouais, je donne sa chance. Voilà, c'est un joueur qui a été convoité par d'autres franchises. Il a pris le pari aux Dolphins. Pourquoi pas, t'as rien à perdre. Ça marche pas, c'est pas grave. Son contrat n'est pas très élevé, donc ça marche pas. Tu le gardes en backup, c'est pas grave, il fera le taf. Si ça marche, tant mieux, t'as ton franchise QB pour 4-5 ans peut-être. Et après, tu drafteras le QB nécessaire. Maintenant, moi, je suis chaud parce que j'aime beaucoup le joueur. Le mec a l'air super aussi. J'ai jamais vu de soucis sportifs par rapport à lui. Dans sa draft, il donnait des goodies, des affaires à des gens dans le besoin. Donc, ça a toujours été un mec qui a toujours été bien vu et que je considère beaucoup, hein, l'humain avec le joueur. Parce que mine de rien, ça compte quand tu évalues quelqu'un. Bon, je vais pas parler de ma franchise, hein, on sait très bien de qui on parle, Kevin. En humain, donc non, franchement, j'y crois. Parce que j'aime beaucoup le joueur et le personnage. Maintenant, comme toi, si ça marche pas, on saura pourquoi, tu vois. Franchement, c'est 50-50 en fait. C'est boom or bust par excellence. Ouais, exactement. Et l'avantage qu'il a, entre guillemets, chez nous, c'est que sa première année, vu qu'il n'y a pas d'attente, il n'arrive pas dans un environnement où il doit absolument performer pour gagner. Il est mis, on va dire, sa transition va se faire en douceur dans l'équipe. Maintenant, c'est à lui quand même de démontrer que ça vaut le coup qu'on continue à investir en lui, mais néanmoins, il n'a pas non plus une pression gigantesque parce que il sait très bien le roster avec lequel il va avoir et lequel il va jouer, quoi. Et du coup, on peut passer à la draft. Ouais. J'en profite pour passer à la diapo par rapport on parle depuis tout à l'heure des arrivées et des départs. Il y a une diapo spécifique, j'avais oublié de la mettre, donc voilà. Écoute, on a mentionné un peu tous ces joueurs-là. Effectivement, dans les départs, tu mentionnais un joueur que j'aurais pu regretter. Il est mentionné là, c'est Rasul Douglas. Ouais. C'est un joueur qui n'est pas non plus exceptionnel, mais qui a fait du très bon taf et même du meilleur taf que ce qu'on attendait de lui la saison dernière. Et c'est typiquement un joueur qu'on aurait pu re-signer pour pas trop cher et dont on aurait eu beaucoup besoin et dont on aura beaucoup besoin cette année. Et ça, effectivement, c'est un joueur que je regrette un peu
de pas avoir conservé. Ok. Et du coup, on passe à la draft. Quelles sont les arrivées notables à la draft côté Dolphins cette année? Alors, déjà, on a eu une draft assez fournie, ce qui était bien pour la première année de Sullivan, vu qu'on a drafté 13 joueurs. C'est pas toutes les années qu'on a l'occasion de faire ça, surtout que nous, ces dernières années, entre nos soucis judiciaires, plus les échanges nombreux qu'on a eus en échange de joueurs clinquants qui n'ont pas forcément toujours performé, on n'avait pas forcément beaucoup de choix à la draft. Je trouve que c'est une draft qui ressemble beaucoup à la philosophie, en tout cas de ce qui a pu transparaître de la philosophie de Sullivan. Je trouve que c'est une draft qui est cohérente avec ce qu'il veut amener. Il y a eu beaucoup de choix très controversés dans cette draft. Tu commençais à l'évoquer tout à l'heure, Loïc. Le choix de Proctor a été très controversé. Le choix de Caleb Douglas au deuxième tour a été très controversé aussi. Les choix qui viennent après, moins, parce que du coup, on est dans les tours suivants et que généralement, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup moins de discussions que sur les premiers choix qui sont beaucoup plus clinquants. Je vais parler du sujet parce que je sais que tu as envie de parler de celui-là, Loïc, c'est de Proctor. J'ai pas mal préparé cette draft et Proctor n'était pas dans ma liste. Évidemment, c'est dans la liste de personnes. Surtout quand on voit que à notre position, on avait Bain qui était encore dispo, on avait Down qui était encore dispo, des joueurs qui sont très flashy. Honnêtement, moi j'aurais été très content avec ces choix-là, comme je pense beaucoup de monde. Ouais, je pense aussi. Le choix qui a été fait, c'est Proctor. Et qui en plus, ce choix a fait beaucoup réagir quand ils ont annoncé qu'il allait être left guard au moins sur la première saison chez nous. Et je les comprends tout à fait en fait ces choix parce que je me suis aussi moi-même beaucoup posé ces questions. Néanmoins, il y a un aspect qui me fait dire que ce choix-là est intéressant pour nous. Même si après, il y a toujours 25 millions de solutions, c'est qu'on a notre right tackle qui s'appelle Austin Jackson, qui entame sa dernière année chez nous. Et pour moi, le plan n'est pas que Proctor reste left guard pendant toute sa saison chez les Dolphins, mais qu'il fasse son entrée en matière sur une première saison dans le centre, à côté de Patrick Paul, qui est dans les top 10 maintenant des left tackle NFL, malgré le fait qu'il soit encore sur son contrat rookie, de le mettre entre Patrick Paul et Aaron Brewer pour qu'il puisse, sur cette première année, se mettre au niveau NFL pour ensuite, l'année suivante, passer sur le côté droit, qui est pour moi sa position prédestinée au niveau de ses capacités, au niveau de ses mensurations, pour protéger le côté droit de la ligne. Je pense que c'est le plan qui est prévu côté Sullivan. Maintenant, tout ce que je vous dis là, c'est des suppositions et tout ce qu'on sait qui est un fait aujourd'hui, c'est qu'il va jouer côté gauche, qu'il va jouer left guard et que on aurait potentiellement pu aller chercher des joueurs plus impactful que lui avec notre choix. Voilà. Et avant qu'on passe à la suite, je vais terminer sur cette draft. Moi, j'ai beaucoup aimé les choix de Chris Johnson et Jacob Rodriguez. Chris Johnson, pour moi, c'est un très bon corner. C'est un des meilleurs corners par rapport à nos besoins sur cette draft. Et au vu de notre roster au niveau du poste de DB, on en avait besoin. Et Jacob Rodriguez, pareil, excellent linebacker, qui, je pense, fera des merveilles chez nous. Voilà. Après, je ne vais pas m'étendre sur chacun des choix. Il y a pas mal de choses à dire sur chacun d'entre eux, mais l'épisode durerait trop longtemps. Oui, bien sûr. Et je pense que le message, le débat, on va parler avec Loïc, va surtout nous reparler de Proctor. Je vais donner la parole à Loïc. Je vais juste intervenir pour dire, moi, dans votre draft, il y a un joueur que j'aurais voulu avec grand plaisir aux Browns et plus tard dans la draft, c'est Michael Taaffe en safety. Et je pense que vous avez fait une belle petite pioche avec ce joueur au 5e tour. Loïc, tu rebondis sur les commentaires d'Hugo sur la draft? On en rebondit sur le temps, parce que vu la bête, c'est facile de rebondir dessus. Hein. On va rebondir sur lui, c'est facile. Alors, le problème qui me dérange, c'est le processus du pic, en fait. Si tu recules en 15 ou 16, tu le prends. Allez, pourquoi pas. Tu prends le potentiel qui est immense, qu'on se le dise. Hein. C'est un 2006, il me semble, il y a que 20 ans.
Il fait 1 mètre, quasiment 2 mètres, plus de 2 mètres, 140, 160 kilos. Enfin, c'est un alien. Athlétiquement, c'est un alien. Vraiment, j'ai rarement vu un mec de son gabarit bouger aussi bien. Il est super puissant. Maintenant, c'est un mec qui n'a pas d'expérience, qui est feignant possible. Un poste de left tackle en college football, on rappelle. Alors oui, sa transition sera meilleure en dehors de NFL. Parce que comme je dis, hyper puissant, n'a pas le temps sur le run stop. Et à la passe, tu as du développement à faire. Maintenant, quand tu passes au-dessus de Bane, qui était pour moi top 3 des meilleurs joueurs, top 5 à les grands max, et le meilleur pass rusher qui finit en 15, tu es un peu dans l'os. Caleb Downs, que tu as vu comme générationnel depuis 3 4 ans, parce que le mec sait tout faire, en plus d'être encore très jeune, c'est un leader sur le terrain, il sait tout faire, il est bon partout. Et quand tu es les Dolphins, ça, c'est hyper important dans une reconstruction d'avoir un culture changer, ce qui est Caleb Downs. Maintenant, si tu me dis que dans 3 ans, Proctor et All Pro en tant que guard, bah ok, je comprends, tu vois, c'est possible. Parce qu'encore une fois, le potentiel est dingue, le joueur peut être très fort, mais ce n'est pas un top 11 de draft, parce que le travail à faire est démentiel, et ce n'est pas un tackle en NFL actuellement. Et si tu veux un guard premier tour, bah tu le prends plus tard, tu trades down, ou ou tu prends un autre joueur à ce moment-là, et tu le drafts plus tard. Maintenant, je n'ai pas la justification du pick par les Dolphins. Je me renseignerai par la suite, hein, peut-être. Et si Hugo a la vision, comme quoi il passerait à droite et pas à gauche aux Dolphins et qui va profiter de Brewer qui est excellentissime, que j'aime vraiment beaucoup pour le coup, et Patrick Paul qui fait globalement une saison d'année correcte en piquant en NFL, pourquoi pas? Ça peut toujours servir d'avoir deux vétérans de très bon niveau. Mais vraiment, tu me dis maintenant, juger le pic, si je mets une note, c'est un D, D+, parce que tu passes au-dessus de mecs qui t'auraient changé la vie. Littéralement, t'aurais changé la vie. T'aurais été des culture changers, des game changers. T'aurais pu être le visage de ta franchise. Et là, tu me dis le visage de ta draft, c'est Tadine Proctor. En fait, je souffle, en fait. C'est pas possible. Pas possible. Et il y a peut-être, je sais pas si c'est vous qui l'avez pris, Kyle Louis. Ouais, Je sais pas si si. c'est bon. Ouais. Alors, pour le coup, lui, t'as un excellent pick. Joueur que j'aime énormément. Je sais pas Ouais. si ce sera nickelback, safety ou linebacker. Mais pour le coup, c'est la pioche. J'aime vraiment le côté Dolphins. À voir, il va jouer. Mais mon positif, c'est lui. Mais vraiment, Proctor, j'ai beaucoup de mal. Les Browns étaient apparemment très intéressés. Bon, ça s'est pas fait, tant mieux. Mais ouais, vraiment, je comprends pas en fait. Le process, c'est catastrophique en fait. Bah, C'est surtout que... le. Ouais, vas-y, pardon. Vas-y, Hugo. Non, je disais que surtout que, entre guillemets, c'est pas comme si on avait aussi des besoins en poste de pass rusher ou dans le backfield. Comme je le disais au début, on a des besoins partout. Et effectivement, avoir un pick de cette hauteur avec des joueurs, honnêtement, moi, je pensais que Bane et Downs seraient déjà partis à notre choix, déjà de base. Donc le fait qu'ils soient encore là était vraiment inespéré. Oui. Et effectivement, le choix a vraiment surpris tout le monde. Ouais. Néanmoins, encore une fois, moi je le répète, je vois cette transition côté droit avec le départ de Tim Jackson en fin de saison prochaine. Et c'est peut-être ce que voit aussi Sullivan. Maintenant, effectivement, c'est quand même un choix très risqué et il y avait comme tu disais Loïc, largement le moyen de prendre un joueur beaucoup moins risqué qui aurait peut-être de l'impact même plus rapidement que lui sur cette première draft en tant que GM des Dolphins en pleine reconstruction. Je suis aligné. Voilà. Ouais, c'est le choix de draft vraiment qui fait honneur à la définition de la draft. C'est un choix de loterie, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, c'est un pari en fait. Tu paries sur une cote à 8 en fait. C'est pas une cote à 1,5 où tu es sûr de ce que tu prends. Là, tu te dis, allez, je mets 100 € sur Tadine Proctor. Cote à 8, je mets 100 €, je gagne 800 €, je suis gagnant. Au lieu de mettre 2 €, gagner 20 €, tu vois. C'est une cote tout bête. C'est un pari. Maintenant, ça marche. Chapeau Sullivan, t'auras eu la vision. Chapeau à Flay, parce que c'est son choix lui aussi. Hein. Mais vraiment, là, on parle d'un fun preview. Sa saison n'a pas commencé. On juge en l'état. Ah, le pic est pas bon, quoi. Ouais, c'est ça. Avant de voir le niveau du joueur, une fois qu'il sera arrivé en NFL, c'est le pic post-question. Peut-être qu'ils nous feront tous mentir. Et on l'espère pour vous, évidemment. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a Bane qui va faire des belles actions ou downs à chaque fois côté Dolphins, ça va être et si il était joueur des Dolphins, d'autant plus si le porteur marche pas. Surtout si vous se faites trouver, quoi. Ouais.
Parce que j'ai vu des joueurs dans l'NFL avoir des highlights dans le mauvais sens. Anthony Bradford ou Seoul. Ah, si t'as le même highlight avec la team pro joueur, attention, hein. Pour un top 10 de draft, top 11, allez. Ouais. Le pire, c'est que vous trade down pour avoir ta team pro tour, quoi. Encore, tu prends un ton pick. Ah, c'est pas grave. Carrément, tu donnes la chance aux Cowboys de prendre Downs devant tes yeux, en fait. Mais tu sais, je vais te dire, Là, tu dis littéralement aux Cowboys, on se retourne, tu mets ta cocu, prends ton joueur, on se barre, tu vois. je vais te dire, je me demande même, au vu toutes les déclarations qu'il y a pu y avoir, si Proctor n'était pas le pick qu'il voulait prendre en 8 à la base, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient trade down easy au vu des joueurs qui étaient derrière et sur lesquels ils allaient passer. C'est une supposition, mais au vu des interviews que j'ai pu lire post-choix, j'ai l'impression que c'était le cas, que c'était vraiment genre le mec qui voulait absolument et ils en démordaient pas. Après, s'ils ont eu le mec qui voulait à tout prix, bravo à eux. Enfin, mais ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Il reste du travail pour convaincre tout le monde. Ah, c'est ça. C'est un parti pris, quoi. On a fait le bilan des arrivées, des départs. Du coup, où en est l'équipe à ce moment-ci? On est en pré-saison. Quels sont les points forts, les principaux motifs d'inquiétude pour les Dolphins avant que la saison débute? Des points forts, ça va être notre jeu au sol. Le logo, super. Le logo est super. Oh, il est méchant, il est méchant. Non, je pense qu'on aura un jeu au sol efficace avec Willis au sol, avec Chain. On a Brewer, Patrick Paul, on aura Proctor sur la ligne. Ça va ouvrir les brèches. Néanmoins, attention, parce que une de nos grosses faiblesses, c'est nos receveurs. Quand je vais vous dire la liste des receveurs qu'on a dans le roster, là, mais Malik Washington, Caleb Douglas, Theo Weiss, Tutu Atwell, Kevin Coleman, Sheldon Reagor, Chris Bell, Taj Washington, enfin, ça fait pas rêver. Les équipes en face, elles vont le savoir. Ça va stacker la boxe et on va galérer à courir. Je vois venir. On a les joueurs pour trouver les brèches. Néanmoins, ça va être compliqué. Mis à part notre jeu au sol, tout le reste de l'effectif, c'est un vrai grouillard. Notre backfield défensif côté cornerback et safety, c'est le désert. On a notre rookie cette année, mais ça reste un rookie. Niveau defensive end, on a juste Chop Robinson qui a du mal à sortir pour le moment du bois, même si apparemment là cette année il fait une très bonne off-saison. Il a fait ce qu'il fallait d'un point de vue physique. Maintenant, reste à voir si ça se traduit sur le terrain. Niveau defensive tackle et linebacker, on est plutôt OK, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de notre effectif, c'est que on a énormément de trous partout, qu'on va avoir un running game qui va être à peu près efficace. Mais voilà, après, encore une fois, on a fait un renouveau sur à peu près 50% de l'effectif. Là, c'est des nouveaux joueurs qui sont encore une fois beaucoup de nobodies. Donc, il n'y a pas encore beaucoup d'attentes sur cet effectif des Dolphins, en tout cas en 2026. Commentaire, Loïc? Comme Hugo, en fait, t'as une superstar ou star, pas besoin non plus. Et si tu en fait, ton équipe, c'est un running back. Ça peut les branler, ça quelques années, tu as Nick Chubb, après tu te débrouilles, tu vois. Voilà, comparaison. Mais oui, Devon Chain aura tous les ballons, je pense. Ouais. 75% des ballons, vraiment. Même à la passe, hein. Ça se trouve, c'est qui aura les ballons. Ouais. Parce que c'est quand même un running back archi complet. Tu vas très très vite, pour le coup, c'est vraiment genre très 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 vite. C'est ça son super pouvoir, qui est quand même une arme principale en effet, parce que les espaces, pour en avoir, c'est pas facile. Mais quand on a, il faut en profiter. Et Jane sort d'une énorme saison. C'est un super joueur. Très kiffant à voir jouer. Et je pense qu'il fera cliquer les fans de NFL si on clique sur la Dolphins, pas gagner. Donc non, je pense que c'est la seule arme positive. Et négativement, je suis d'accord avec toi. La room de receveur est pire que celle des Browns. Et probablement pas fameux la nôtre. Donc c'est dire le niveau de la vôtre. Ils ont réussi à faire pire que nous. C'est un miracle. Loïc, je fais un petit pire que celle des Browns l'an dernier. Cette année, ça devrait être un peu mieux. Oui, logiquement, ça va. Après, qui lance le ballon, je sais pas, mais. Ouais, non, on parle des receveurs, pas des cornerbacks. Mais oui, c'est censé être mieux, mais. Moi, j'ai rarement vu une ronde de receveurs aussi naze. Je dis les mots, c'est naze, en fait. C'est catastrophique. Ah T'as ouais. pas un mec qui est. Comment dire, confirmé au NFL. Tout toi, il était numéro 3 au Rams. Il y avait des ballons, parce que c'est un deep threat, c'est très intéressant, c'est utile. Tolberg, pareil, numéro 3, voire 4 Cowboys. Il y avait des ballons, parce que si les MB Pickens sont phénoménales, donc forcément, t'es ouvert.
Malik Washington, c'est un 2 voire 3 aux Dolphins, avec tu Tyreek Hill et puis Waddle. Tyler Dulcich, tight end, qui est pas mauvais, mais qui est pas fameux. Ah non, vraiment, la ronde de receveur fait mal aux yeux. Et surtout, tu ajoutes ça à Willis, qui est pas un génie d'appréciation. Quand tu as la pression, vraiment, accrochez-vous. Hein. Si les ballons touchent 3, c'est normal. Hein. Dolphins, si le ballon sur le stade, Bah ça va ouais, pas. c'est le gros point faible. Et je pense qu'un receveur sera parmi, si c'est pas le QB, le premier pick qu'on aura l'année prochaine. Jeremiah Smith arrive. Ouais. Et pour le coup, c'est pas un petit prospect. Hein. Ouais. Pour le coup, on en parle un peu sur le rôle des Browns, c'est pas un petit prospect. Hein. C'est ça. Du coup, je bleu. pense si Willis performe cette année, avec le peu d'éléments qu'il a, T'auras pas Smith. C'est le truc. en tout cas, on cherchera un des top receveurs Encore l'année disponible. prochaine. Ouais. Néanmoins, effectivement, comme je le mentionnais au début, hein, on n'avait pas les sous. Donc, du coup, pas les sous, pas de receveur. Quand on regarde la liste des receveurs qui sont encore dispo en free agency, on a beaucoup de très vieux vétérans, mais qui vont demander très cher et on n'a pas les moyens d'aller les prendre. Ouais. Donc, nous, je pense que notre seul unique espoir, entre guillemets, ça va être là, après les camps, d'essayer de récupérer les receveurs qui pourraient être lâchés par les équipes, qui seraient meilleurs que ceux qu'on a, nous, dans notre effectif. Ouais. Ah, moi, j'en ai un ou deux pour toi si tu veux au Browns. Tu risques de pas jouer beaucoup. Donc, Jean-Marie Trash, il porte bien son nom. À mon avis, c'est chez vous, quoi. Ah, ça dépend combien ils veulent, hein. On n'a pas de sous. Hein. Bah, Cédric Tillman a peu de chance de faire les 52, j'ai l'impression, quand même. Ouais. Donc, c'est parti. Donc, en vrai, je dis ça, mais sur un trade, tu vois, un mec fin de rotation d'une équipe, t'as rien à perdre, en fait. Après, j'allais dire, quand tu Jalen Polk, après sa retraite, mais si vraiment sur sa retraite, tu as un petit contrat dessus, tu testes, puis voilà. Hein. Genre, c'est construction, tu pars à zéro, tu fais les poubelles de tout le monde, puis tu vois. Bah, du coup, ça va être une bonne affaire. Ouais. Et encore une transition assez simple à faire là, puisque du coup. Bilan. C'est ça. Avant de parler du bilan directement, puisqu'on va regarder le calendrier juste après, mais en ayant une équipe en reconstruction, quel est l'objectif de la saison? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de gagner des matchs sur une saison comme ça, où il y a encore tellement de trous et il y a une situation financière qui est un peu compliquée, ou vaut mieux pas justement se contenter de ce qu'on a sur certains postes où on sait qu'on va devoir travailler plus tard et y aller de façon incrémentale, itérative d'une saison à l'autre, et puis en 1 ou 2 ans construire un roster sur la durée. Voilà, la question est un peu à plusieurs étapes, mais quel est l'objectif global de la saison pour les Dolphins cette année? Instaurer la culture. J'ai l'impression que j'ai parlé comme un GM, mais qui fait ses conférences de presse, mais globalement, même si eux, ils n'arrêtent pas de taper du poing sur la table pour dire on va se battre, on va aller chercher des victoires, etc. Et c'est normal, hein, c'est des sportifs de haut niveau, etc. Mais néanmoins, en fait, l'objectif principal cette année, c'est reset la culture de l'équipe, créer de la cohésion d'équipe, construire en fait l'identité de ce que veut être cette équipe, c'est-à-dire une équipe en fait physique qui se base sur la draft, contrairement à ce qu'on a pu avoir ces dernières années où on investissait beaucoup sur des joueurs déjà éprouvés qu'on allait chercher en free agency ou via les trades. Comme tu le disais très bien, avec cet effectif, on ne peut pas prétendre de toute façon à grand-chose. Donc pour moi, si on arrive en fin de saison déjà à avoir réinstauré ce que c'est d'être un Dolphins, d'avoir une vraie culture, ça sera déjà une grande victoire. Et surtout, ce que j'ai particulièrement envie de voir, c'est comment se déroule cette classe de draft aussi, voir comment les joueurs s'insèrent dans l'effectif, comment ils évoluent dans la NFL, parce que le changement il est quand même assez violent par rapport à l'université. Donc moi, c'est principalement ça que j'ai regardé cette année, plutôt que juste être là derrière à espérer la victoire. C'est compréhensible. Loïc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est développer tes jeunes talents et faire en sorte que ces jeunes talents soient le visage des Dolphins de 10 ans, 5, 6 ans, 10 ans. Après, ça rejoint un peu Hugo, mais pour moi, alors, créer une culture, c'est plus long que développer un joueur, je pense. Tu ne crées pas une culture du jour au lendemain. Les Rams ont du temps à développer leur culture.
Les Steelers, ça reste une équipe qui est culturelle quand même, qui a une culture assez développée, ça a mis du temps. Moi, je pense que je développe mes jeunes joueurs. J'ose espérer que la plupart fassent des saisons très correctes et sur lesquelles tu peux te projeter à l'avenir. Et après, oui, si ces mecs-là sont le visage de ta franchise et qu'ils sont développés suffisamment, tu crées une culture avec ces mecs-là. Et après, quand tu auras tes finances assainies, tu auras les moyens de faire des choses intéressantes, tu les feras. Que ce soit en trade, draft, free agency. Et tu créeras ton roster en fonction de tes future changers et de tes joueurs phares. Et pas l'inverse. Tu feras pas en sorte que tes joueurs phares que tu récupères soient visage de ta franchise, mais que tes retours draftés qui viennent de ta franchise, qui sont développés chez toi, soient eux le visage de ta franchise. Donc je suis assez d'accord avec Hugo, mais je pense que je priorise plus le développement avant tout, quoi. Ça marche. Ah ben, du coup, pour développer les joueurs, il faut jouer des matchs. Et on va parler de la saison à venir, du coup, et du calendrier. Alors, le calendrier, le voici. Il est costaud. Attention. Il est Non déjà seulement premier. l'équipe est compliquée, mais en plus, le calendrier l'est tout autant. Donc du coup, ça va pas être simple. Mais ce que je trouve pas mal pour développer les joueurs, c'est qu'ils vont voir de sacrées équipes en face et ils vont voir du coup de sacrés joueurs les uns en face des autres. Et ça va être pas mal de sources d'apprentissage pour nos rookies. Et y compris aussi pour notre head coach, parce que mine de rien, c'est sa première année. On a encore fait le pari de partir sur un rookie head coach, même si bon, il l'avait déjà fait à l'université, mais il l'avait jamais fait en NFL. C'était tous nos derniers coachs. Avant lui, McDaniel, c'était son premier en tant qu'head coach. Avant ça, on a eu Brian Flores, premier en tant qu'head coach également. Il y a une partie d'entre nous qui espérait avoir un coach d'expérience cette saison. Stefanski, parfait, Stefanski. Il avait été lié pas mal aux Dolphins pendant un moment. Néanmoins, au vu des noms qui restaient, au final, personnellement, je n'étais pas convaincu par les coachs d'expérience qui étaient disponibles. J'aurais rêvé avoir Tomlin, mais qui a décidé de prendre sa simili retraite, qui aurait été un très bon choix. Bon, voilà, il est passé à côté, mais voilà. Affley a fait une très bonne première impression. Maintenant, reste à voir comment ça va se traduire sur le terrain. Mais encore une fois, si on remet sur le calendrier, je pense qu'il y aura Alors beaucoup attends, je te coupe 2 secondes du coup, parce que le calendrier, nous on le voit tous, mais l'épisode sera aussi diffusé en podcast, donc je vais très vite aller sur la description du calendrier. Donc vous commencez chez les Raiders, puis vous allez ensuite chez les 49ers, donc 2 matchs à l'extérieur sur la côte ouest, on va dire. Ensuite, vous recevez Kansas City, vous allez à Minnesota, vous recevez les Bengals, puis vous avez votre bye week en week 6, donc qui est assez tôt dans la saison. Ouais, très tôt. Vous enchaînez, vous allez chez les Jets, vous recevez les Patriots, vous recevez les Lions, vous allez chez les Colts, vous allez chez les Bills, vous recevez les Jets, évidemment, encore, du coup, match de division, vous allez chez les Broncos, réception des Bears, déplacement chez les Packers, et on finit la saison avec réception des Chargers, réception des Bills, et un match de fermeture de la saison chez les Patriots. Ouais, sacré calendrier. Sur les 6 premiers matchs, on en joue 4 à l'extérieur et en plus, loin de chez nous, on a du trajet. On limite le match des Chiefs à la maison, on aurait pu les jouer chez eux, ça aurait fait moins de trajet pour tout le monde, je pense. Oui. Honnêtement, au niveau de... Tu veux mon bilan? C'est le moment du bilan alors, bilan, du coup, qu'est-ce que tu penses quel bilan penses-tu que les Dolphins auront et en plus du bilan, quelle sera votre position dans la division et en fonction du bilan, la dernière question sera peut-être superflue, présence en playoff ou pas? Oui, bien sûr. Non, On a un roster tout à fait équipé pour aller en playoff cette année. J'y crois dur comme fer. Non, blague à part, moi je vise sur 4 victoires maximum. Avec peut-être 3, mais j'essaye de rester un minimum optimiste en disant 4. Alors, comme il n'y en a pas beaucoup dans ton esprit, quelles seraient à peu près ces 4 victoires? Quels sont les matchs prenables? Alors, les Raiders en week 1,
les Bengals chez nous, les Jets chez nous en week 12. Et enfin, et c'est celui-là sur lequel je ne mettais pas beaucoup de pièces dessus, mais je me dis en fait, vu qu'on aura enchaîné, d'après mes estimations, 1, 2, 3, 4, 5 défaites, je me dis on arrive à taper les Patriots chez eux, mais c'est pour la rage de fin de saison et eux qui n'ont plus grand-chose à jouer et qui ont mis leur titulaire sur le banc vu qu'ils vont jouer en playoff derrière. Ouais. Voilà. Je pense pas qu'on ait quelque chance que ce soit avec les autres équipes. Les Bills sont beaucoup trop forts, les Chargers aussi, les Packers, on n'en parle pas, les Bears pareil, les Broncos ont beaucoup boosté leur roster, les Colts. Je me suis posé des questions sur les Colts pour être honnête, mais je pense qu'ils vont quand même être en cran en dessous. Après, au-dessus, après, tout va dépendre si Daniel Jones arrivera à atteindre la semaine 10 cette saison ou pas. Mais ouais, voilà, je pense que les Raiders sont prenables et je pense qu'on va se battre pour les premiers choix avec eux cette saison, honnêtement, et probablement avec eux. Les Bengals, je pense, mais tout va dépendre aussi de l'état de santé de leur effectif également. Et voilà, donc Raiders, Bengals, Jets et peut-être en bonus les Patriots en fin de saison, mais tout va vraiment dépendre de comment se passe l'année, quoi. Ça marche. Donc, ouais, 4 victoires au mieux. C'est vrai que, bon, la question des playoffs ne se passe pas à ce niveau-là. Loïc, qu'est-ce que tu penses de ce bilan pessimiste, optimiste ou réaliste? C'est très optimiste. Moi, j'ai 2-15. Sincèrement, alors, t'en prends un aux Jets, pour moi, c'est évident. T'en prends pas deux. Ouais, un seul, ouais, je suis T'en d'accord. perds deux face aux Pals, ça se passe. T'en perds deux face aux Bills, tu prends pas les Bengals. Parce qu'offensivement, même si c'est le remplaçant, t'auras quand même jamais le marché qui sera défendu par personne, du coup. Et tes Higgins, qui sont peut-être les deux meilleurs receveurs en termes de duo, la ligue. Ils ont récupéré Dexter Lawrence, tu fais du bien à la ligne défensive. Le Roland n'est pas si nul. Les Chiefs, à part si même visent son centre comme il le fait d'habitude, mais ça devrait le faire. Ouais, là, tu prends les Raiders et aux Jets. Et encore les Raiders, pour une week 1, je suis même pas sûr. Je dirais 2 parce que tu prends aux Jets, c'est évident. Que les Jets sont nazes au possible, c'est l'équipe de la loose par excellence. Mais vraiment, 4 victoires, c'est les tripes qui parlent, hein, le cœur. Hein, mais la raison me dit 2-15 facilement, quoi. Pas plus. Ouais, bah c'est vrai que tu as raison sur les Bengals, sur le côté escouade offensive, même s'ils n'ont pas Burrows qui lance, les receveurs arriveront quand même à faire le taf. Le Flaco, on va vous rouler dessus. C'est Ouais. évident. Mais ouais, les Raiders, honnêtement, ouais, première année de leur côté. C'est ça. Le contexte du match, Ouais. c'est les Raiders, c'est deux équipes qui sont en reconstruction, on va pas se le mentir, se cacher. En première semaine de la saison, enfin du calendrier, ça sera. Enfin, les Raiders auront l'avantage du terrain, par contre, Oui. mais ça sera l'équipe qui sera le mieux préparée, quoi, par rapport à. Parce que les deux effectifs sont pas pléthoriques, loin de là. On l'a dit pour les Dolphins, mais bon, on vous réfère à la preview des Raiders qui va être publiée. Il y aura des commentaires qui seront similaires à ceux des Dolphins. Donc ouais, c'est le match effectivement. Enfin moi je donne mon avis là sur le coup. C'est un match prenable. Enfin, c'est dans le calendrier. Si on a à essayer d'aller chercher, c'est bien celui-là, quoi. Mais ouais, c'est pas gagné malgré tout. Bah, pour moi, les Raiders, ça dépend de qui start en fait. Mendoza start, les Dolphins peuvent gagner. Cousins start, c'est perdu. Parce que Cousins, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un mec qui est archi intelligent, qui a l'expérience comme personne en NFL aux Dolphins, au poste et à la lead. Et c'est un mec qui est tellement game manager qui saura que s'il faut 3 yards, il prendra 3 yards, pas plus. S'il faut 10, il ira chercher 10 yards. S'il faut aller au field goal, il ira au field goal range. C'est un mec assez chirurgical dans la prise de décision quand il lance bien, quand il lock. Donc ouais, si Kirk Cousins joue et qu'il est un peu dans un fauteuil, bon, c'est Raiders, hein. Le fauteuil il tremble, hein, mais si le fauteuil est confortable, un minimum, je vois pas les Dolphins battre Kirk Cousins. Ouais, bah, ça va vraiment dépendre des circonstances et du 53 qui va être aligné avant le match, quoi. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Donc ouais, bah, c'est 2. Et puis par rapport à ta question sur la division, je pense qu'on finira 4e cette année, dernier de la division. Je
pense que les Jets, aussi mauvais qu'ils puissent être, arriveront à gagner plus de matchs que nous. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais bon, c'est entre les Jets et les Dolphins. Content. Mais oui, je pense qu'on terminera dernier de cette division. Et encore une fois, c'est OK. Comme je le disais au début, il n'y a aucune attente spécifique en termes de victoire. Le plan, c'est d'essayer d'apprendre un maximum cette année, de développer nos joueurs, d'instaurer notre culture. Et on aura un des top picks à la prochaine draft l'année prochaine pour aller chercher un QB ou un receveur. Ou peut-être un D-end si on a une bonne classe à ce niveau-là. Mais en tout cas, on aura un top pick quoi qu'il arrive l'année prochaine. Quoi. Ça marche. On va passer à la dernière question finale, question bonus de tous ces épisodes de preview. Si tu étais GM des Dolphins France là aujourd'hui, alors quelle décision prendrais-tu? Une décision qui n'a pas encore été prise et qui là on est pendant les camps d'entraînement viennent de débuter. Qu'est-ce que tu prends comme décision là pour tout de suite ou pour le futur? Je l'évoquais un peu tout à l'heure. Moi, ma décision, là, ce serait de faire un peu les poubelles après les camps pour essayer de trouver un receveur un peu plus potable que ceux qu'on a dans l'effectif. Ça serait ma priorité. Et si, pareil, on arrive à trouver un cornerback de plus qui, pareil, pourrait essayer de compléter un peu notre effectif, pourquoi pas. Parce que j'essaierai de targeter ces deux positions. Maintenant, encore une fois, on a très peu de sous, donc ça ne sera pas non plus une star, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Mais au vu de l'état de notre effectif, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on arrive à trouver un joueur ou deux qui puissent amener un peu plus. Quoi. Voilà. Ça marche. C'est très bien. On a fait le tour de tous les points qu'il fallait aborder pendant cet épisode. Il nous reste à souhaiter aux Dolphins une bonne saison, malgré tout, de développer les joueurs et de développer la culture. Ouais, et puis, bonne saison à tous. On passe le message à tous nos spectateurs, à tous nos auditeurs de regarder toutes les émissions de preview pour apprendre à connaître les équipes, de vous abonner à YouTube, à tous les comptes de médias sociaux du FootUS Media. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais YouTube, Twitter, X maintenant, TikTok, allez-y, suivez-nous, retweetez, likez, partagez nos contenus et puis bonne saison à tous. Ouais, fins up. Salut.